Mémoire absente, partie 5, chapitre 14, suite. Il monta la garde toute la nuit devant chez les parents du mannequin, mais il ne la vit pas. Personne n'était entré ou sorti de la villa depuis qu'il y était arrivé vers 18 h, peu de temps après les journalistes. Il alla s'acheter de quoi manger pour plusieurs jours, et à son retour, il mit son appareil photo autour du cou afin de pouvoir s'approcher plus facilement de la maison. Il s'adressa à un journaliste qui se trouvait près de la grille des Perrins. « Alors, du nouveau ?»« Pas grand-chose. Le commissaire Jorel est entré, voilà 10 minutes, rien de plus. » Rassuré de n'avoir rien raté, il se réinstalla dans sa voiture. Elle surplombait la maison car il l'avait garée plus haut dans la rue. Ainsi, il se trouvait à distance raisonnable pour surveiller sans se faire repérer. Edith resta 3 jours dans la maison de sa fille à Aix-en-Provence, le temps que dura le siège de leur maison par les journalistes. Caroline se sentait mieux alors et capable de rester seule. Sa mère avait bénéficié de la complicité de leurs voisins par le jardin desquels elle s'était échappée, afin de rejoindre la jeune femme. Cette dernière avait largement apprécié, une fois encore, que sa mère l'épaule dans ces moments pénibles. L'une et l'autre savourèrent ces 3 jours de retraite forcée passés ensemble. Caroline avait besoin de se ressourcer et la présence de sa mère l'y aida pleinement. Quant à Edith, trop heureuse d'avoir sa fille pour elle seule, elle la dorlota comme une enfant et elles purent parler longuement, d'égal à égal, ce qui resserra davantage encore le lien très fort qui les unissait. Ce matin-là, elles avaient entrepris de nettoyer la chambre noire dans laquelle Caroline développait elle-même ses photos. Elles en eurent vite terminé car le local était minuscule. Il s'agissait en fait de la salle d'eau de la chambre d'amis située au rez-de-chaussée. Elle s'activait tout en discutant. « Que pense Meredith de cette affaire ?» demanda Edith. « Je l'ignore. Nous n'avons eu aucun contact depuis ma garde à vue. Lorsqu'elle a appelé chez vous, c'est à papa qu'elle a parlé ?»« En effet, et à dire vrai, je ne sais pas vraiment ce qu'ils se sont dit. J'irai la voir dès que tu rentreras à Monaco. Elle mérite de tout savoir et puis nous devons discuter de mon avenir professionnel. » Edith partit le mardi matin. Caroline s'étant assurée que sa patronne pouvait la recevoir, elle se rendit à l'agence More située au cœur d'Aix-en-Provence. Meredith More, qui pouvait avoir dans les 60 ans, personne ne connaissait précisément son âge, était une personnalité exceptionnelle. Célibataire et sans enfant, elle s'était vengée de son physique ingrat en vouant sa vie à son immense génie pour créer des tenues sublimes destinées aux plus belles femmes. Elle était de grande taille et très maigre, donc très ridée. Son menton en avant lui donnait un air chevalin, mais dès qu'elle prenait la parole, on oubliait tout ce qui n'était pas sa voix, basse, grave mais très chaude. Madame More s'exprimait qu'avec une élocution parfaite et un français presque littéraire, utilisant des termes parfois désuets, mais lui conférant un grand charme. Épicurienne et bonne vivante, elle n'était, en outre, pas dépourvue d'excentricité. Tout cela en faisait un personnage unique et respecté par tout le métier. Elle était peu démonstrative et savait se montrer distante et inaccessible. C'est pourquoi l'accueil chaleureux qu'elle réserva à Caroline fit un bien immense à la jeune femme. Elle lui tendit les bras et l'enlaça, manifestation d'autant plus touchante qu'elle était rarissime chez cette femme secrète. « Enya, mon enfant !»« Meredith, vous devez savoir que je n'ai rien à voir dans cet horrible meurtre. » La créatrice lui répondit par un immense éclat de son rire énorme, si caractéristique. « Ah, mon petit, je n'ai jamais prêté foi à de telles sottises. Vous, une criminelle, baliverne. Ces policiers sont des idiots. » Je dois vous dire que je me trouvais tout de même sur les lieux du crime ce jour-là. « Non, sans blague, racontez-moi vite. » « Eh bien, cela parlait d'une intention malhonnête, souffla Caroline, honteuse de ce qu'elle s'apprêtait à avouer. Elle hésita à tout dire, mais elle se dit que Meredith en était digne, et elle lui fit le récit complet de cette aventure qui avait si mal tourné. « Je suis très touchée de votre confiance, je vais vous donner mon avis sur tout cela. C'est très romanesque. Vous rendez-vous compte ? Vous avez vécu une histoire d'amour fulgurante sur fond de crime, vous retrouvez cet homme par hasard, et il est le père de votre enfant. Mais c'est fabuleux ! Enfin, sauf pour ce pauvre Gorba. Mais il m'est avis que cet homme était malheureux et qu'il serait mort prématurément de toute façon. » Caroline ne put s'empêcher de sourire à cette déclaration. Chère Meredith, la voilà qui réécrivait toute l'histoire à présent.
Cette dernière en était maintenant à donner son avis sur Stéphano. Cet homme est-il assez sérieux et assez bien pour vous? Oui, enfin, je le croyais. Vous dites cela parce qu'il a parlé de vous à la police? Oui, je ne pourrai jamais le lui pardonner. Bonté divine, qu'auriez-vous voulu qu'il fasse, le pauvre garçon? Pensez-vous qu'il ait fait cela de gaieté de cœur? Comment aurait-il pu vivre avec ce doute? L'incertitude aurait, dans tous les cas, empoisonné votre relation qui n'aurait duré qu'un déjeuner de soleil. Vous êtes-vous demandé ce qu'il allait ressentir en apprenant qu'il a une fille? Caroline fut saisie de stupeur devant ce flot de paroles. Jamais Meredith n'avait parlé avec autant de véhémence depuis des années qu'elle la connaissait. Pour être franche, je n'ai même pas voulu essayer de réfléchir à tout cela avec objectivité. Il m'a trahi, un point c'est tout. Mon petit, apprenez, pour votre gouverne, qu'il ne faut jamais dire jamais. Sa patronne paraissait très en colère, mais son regard trahissait aussi une grande douceur. Ne faites pas la même erreur que moi. J'ai eu la prétention, un jour, de ne pas pardonner une petite incartade de mon fiancé. Il m'a supplié de lui accorder une nouvelle chance, mais, par fierté, j'ai sottement refusé et amèrement regretté. 40 ans après, voyez où j'en suis. Je n'ai que mon métier pour toute raison de vivre et je m'approprie les enfants des autres pour écouler mes immenses réserves d'amour gâché. Lorsque Caroline prit la pleine mesure de ces mots, elle se blottit dans les bras de Meredith et pleura encore une fois. Si vous l'aimiez avant cela, vous ne pouvez tout jeter aux orties. Il est le père de votre fille et certainement l'homme de votre vie. Étant donné les débuts de votre histoire, le contraire est improbable. Songez aussi à Margot. Prenez le temps de penser à tout cela et croyez-moi, il y a toujours des temps meilleurs après les épreuves. Soudain, pensant que le quart d'heure sentimental avait assez duré, Meredith s'éloigna de la jeune femme avant d'enchaîner d'un ton brusque. Et pour le travail, quand voulez-vous reprendre les séances? Que souhaitez-vous faire? Je crois qu'il est temps pour moi de laisser tomber les pauses et les défilés. Je désire, après tout cela, m'éloigner des lumières et du devant de la scène pour revenir à ma passion d'origine, la photo côté viseur. C'est une excellente idée. J'ai eu peur un instant que nous ne puissions plus travailler ensemble. Mais si vous vous mettez à la photo, nous allons collaborer davantage encore. Cela me convient tout à fait. Quand commençons-nous? Dès que vous aurez besoin de moi. Formidable. Allons arroser ça avec un bon café. Il jubilait. Venir chez la patronne de la fille était une idée géniale. Après seulement quelques heures de patience, elle avait fait son apparition à l'atelier mort. Il n'avait plus qu'à attendre qu'elle ressorte pour la suivre jusque chez elle. Ainsi, il connaîtrait son adresse. Chapitre 15. Votre récit tient la route, déclara Jorel d'un ton sec. Évidemment, puisque c'est la stricte vérité, s'exclama Paul Lemeur, l'ami d'enfance d'Alexandre. Vous rendez-vous compte de ce que mademoiselle Perrin a dû endurer ces dernières semaines? Parfaitement, commissaire, et j'en suis navré. Mais je ne suis pour rien dans son arrestation, lança Paul très ironique. Ne jouez pas au plus fin avec moi, monsieur Lemeur, rétorqua Jorel pour marquer sa gêne face à cette stricte vérité. Je n'ai fait que mon devoir d'enquêteur. Loin de moi cette idée, commissaire. Cette histoire est terrible et m'a donné matière à insomnie durant de longs mois. Je suis heureux que vous ayez finalement pu me joindre et que cette affaire soit enfin claire pour tout le monde. Dites-moi maintenant ce que je risque. La peine encourue pour homicide involontaire est de 3 ans, accompagnée d'une lourde amende. Votre responsabilité sera réduite si la médecine légale corrobore vos déclarations. Il y aura reconstitution et à partir de sa position exacte et de l'angle de chute du corps du pauvre Gorbat, les spécialistes seront tout à fait aptes à nous confirmer s'il est bien mort d'un choc contre un meuble ou d'un coup asséné par un agresseur. Votre version laisserait penser que vous ne soupçonniez même pas que vous ayez pu le blesser, mais ce sera à la justice de décider. Jusque-là, étant donné que vous êtes rentré en France seul et de votre plein gré, je ne vois aucune raison de ne pas vous laisser libre de vos mouvements. Il va sans dire que vous devrez rester à proximité de Nice et facilement joignable. Cela me paraît bien évident. J'ai déposé mes bagages à l'hôtel, mais il est possible que je me rende à Monaco chez mes parents et dans la famille Perrin. Je vous laisse mon numéro de portable. Autre chose, ajouta Jorel avant que Paul n'ait atteint la porte. Il est préférable qu'un minimum de personnes connaissent les véritables raisons de votre retour en France. Tant que nous n'aurons pas les conclusions définitives des experts, il vaut mieux que la presse ignore tout de vous.
Soyez discret dans les jours qui viennent. Paul était attendu devant l'hôtel de police. « Alexandre, tu as apparemment bien eu mon message. Je suis si heureux de te revoir. »« Et moi donc, fit Alex en le serrant contre lui. Tu le seras davantage quand tu auras entendu ce que je viens de déclarer à cet ours de commissaire. » « Il est un peu bourru, mais c'est un brave type, répliqua Alex avant de réagir aux paroles de Paul. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Je veux dire que j'avais les moyens d'innocenter Caro et que, bien que je me sois fourré dans un vrai guêpier, je ne m'en suis pas privé. »« Comment est-ce possible ? Je comprends ton impatience, mais allons plutôt jusqu'à mon hôtel, tout proche. Nous serons plus à l'aise pour parler. » Caroline entra dans son jardin par le portail automatique qui venait de s'ouvrir devant la voiture. Elle venait de faire le nécessaire pour inscrire Margot à l'école, ici, à Aix-en-Provence. Il était temps pour la mère et la fille de vivre ensemble, seules. Elle ouvrit la porte et répondit au téléphone qui était en train de sonner. Tout en décrochant, elle se dit qu'elle devrait penser à revenir pour activer l'alarme. C'était sa mère. Edith était heureuse de la décision de Caroline et elle respectait son choix, car il était naturel. Toutefois, elle avait pratiquement élevé Margot depuis sa naissance, et les mois à venir allaient être difficiles pour Brice et elle. Elles papotèrent une dizaine de minutes avant de raccrocher. La jeune femme revint alors dans l'entrée programmer l'alarme, tout à ses pensées. Caroline passa en revue les semaines écoulées depuis sa garde à vue. Elle ne se faisait aucun souci pour son avenir professionnel. Elle était très heureuse de son entrevue avec sa patronne et leur discussion lui avait fait du bien, pas seulement sur le plan de sa carrière. Meredith avait ébranlé ses certitudes quant à la trahison de Stefano. Et depuis ce jour-là, ses sentiments avaient beaucoup évolué. Le jeune homme lui manquait terriblement, et elle savait également qu'elle devrait se résoudre à lui dire la vérité concernant Margot. Il avait le droit de savoir. Comme elle l'avait déjà fait plusieurs fois ces derniers jours, elle composa le numéro de Stefano, mais raccrocha avant qu'il ne réponde. Elle avait tant à lui dire, sans savoir comment s'y prendre. Le téléphone, en sonnant, lui avait bien simplifié la tâche. Il n'avait eu qu'à se glisser par la porte, laissée entr'ouverte par le mannequin. Monter au premier avait été un jeu d'enfant, alors qu'elle discutait dans la cuisine. Il avait pris sa décision d'agir ce jour-là, quelques instants auparavant, en entendant le flash d'infos à la radio. La vérité, enfin, sur le décès de Tony Gorba. L'audition d'un nouveau témoin permet à la police d'affirmer que l'acteur est mort accidentellement. Il n'avait pas écouté la suite car il savait, lui, que ce n'était que des bobards. Ce qui s'était réellement passé, c'est que cette garce de top modèle avait tué son idole en voulant lui piquer son argent. Il raconte n'importe quoi pour la blanchir parce qu'elle est célèbre, mais je sais qu'elle est coupable et elle va payer. Fais-moi confiance, Tony, tu seras vengé. Il avait enfilé ses gants et serré très fort le volant pour éprouver la force qu'il avait dans les mains. Il s'installa dans l'une des chambres et attendit qu'elle monte. Il commençait à trouver le temps long lorsqu'il entendit ses pas dans l'escalier, puis dans la chambre d'à côté. Caroline se rendit dans sa chambre et composa de nouveau le numéro de Stefano. Elle était bien décidée, cette fois, à aller jusqu'au bout. Stefano se précipita sur le téléphone, plein d'espoir dès la première sonnerie. Il avait, sans trop y croire, une idée sur l'auteur de ces mystérieux appels et voulait en avoir le cœur net cette fois. « Allô ?» Elle sentit les familiers papillons dans le ventre dès qu'elle entendit sa voix. « Stefano ? Caroline, je suis si heureux de t'entendre. Moi... » Stefano perçut soudain un cri étouffé. « Allô, Caroline ?» Il entendit pour toute réponse la tonalité que produit le téléphone lorsqu'une communication vient d'être interrompue. Il ne pouvait la rappeler, le numéro d'appel avait été masqué et il réalisa qu'il ne connaissait même pas les coordonnées de Caroline à Aix-en-Provence. Stefano fut pris de panique. Il y avait quelque chose d'anormal. Caroline avait crié juste avant qu'il n'y ait plus de ligne et il était très inquiet. Il tenta de la joindre sur son téléphone cellulaire, mais elle ne répondit pas. Il téléphona alors chez les Perrins où personne ne décrocha. Le cri de terreur de la jeune femme s'était étouffé dans sa gorge. L'homme qui se trouvait près de la porte de l'autre côté de son lit et qui venait de sectionner le fil de son téléphone lui était inconnu. Elle ne l'avait jamais vu, mais l'expression de son visage en disait long sur ses intentions. Elle nota que ses cheveux filasses et clairsemés, qui étaient certainement blonds à l'origine, étaient bruns de crasse. Il semblait juste posé sur une tête énorme, disproportionnée par rapport à son corps long et maigre. Il se mit à sourire de son affreuse bouche édentée par endroits,
d'une façon qui glaça la jeune femme. Bien que sous l'effet de la surprise, Caroline eut immédiatement conscience qu'elle était menacée. Cet homme était là, dans sa chambre, car il lui voulait du mal. Cela transpirait par chacun de ses pores. Elle ne chercha même pas à lui parler ou à comprendre les raisons de sa présence dans sa maison. Tout cela ne prit que quelques secondes, mais dans un silence pesant, lourd de menaces. Elle réfléchit très vite, malgré sa panique, et sut ce qu'elle devait faire. Elle se précipita vers l'autre porte qui donnait sur son dressing, d'où elle regagna le couloir. Sous l'effet de la surprise, l'homme marqua un bref temps de réaction qui permit à la jeune femme de se précipiter vers les escaliers. Une fois en bas, elle eut la présence d'esprit de saisir son sac en passant, car son portable s'y trouvait, et courut se réfugier dans la chambre noire. Cette dernière possédait une porte secrète, dissimulée dans les motifs du papier peint. Il fallait en connaître l'existence pour la trouver. Elle y serait à l'abri, au moins le temps que ce démon ne la découvre. Elle se laissa glisser au sol et se recroquevilla dans un coin. Elle tenta de calmer sa respiration. Ses oreilles bourdonnaient et elle avait l'impression que cela faisait un vacarme énorme. Elle cessa totalement de respirer lorsqu'elle l'entendit marcher et réfléchir tout haut dans la chambre d'amis. Il ne comprenait pas où cette avait bien pu passer. Elle avait activé l'alarme, donc elle n'avait pas pu sortir de la maison sans la déclencher. Elle était forcément quelque part, par là, mais où? Le cœur de la jeune femme cessa de battre quand son téléphone se mit à sonner. Elle fut prise d'incontrôlables tremblements de peur et il lui fallut un temps interminable pour le trouver dans son sac. Sa seule idée fut de faire cesser le bruit car il pouvait la faire repérer. Elle n'eut pas la présence d'esprit de décrocher. Elle éteignit simplement l'appareil qui lui échappa des mains tant elle tremblait. Elle tendit l'oreille mais elle n'entendit rien. Il devait avoir quitté la pièce. Elle n'avait jamais eu aussi peur de sa vie et des larmes silencieuses se mirent à couler le long de ses joues. Chapitre 16. Stefano avait mis un bon moment à trouver le numéro de téléphone portable du frère de Caroline. Alexandre, Stefano à l'appareil. Ciao Stefano. Alex, peux-tu me donner le téléphone de ta sœur à Aix? C'est très important. J'ai des choses graves à lui dire moi aussi. Je cherche à la contacter depuis un bon moment, mais elle est injoignable. C'est étonnant. Je suis très inquiet. Elle m'a appelé tout à l'heure, mais nous avons été coupés, et juste avant cela, elle avait poussé un drôle de cri. Elle ne décroche pas son portable non plus. Il y a quelque chose d'anormal. Que peut-on faire? Écoute, commença Stefano avant d'être interrompu par Alexandre. Une minute, je viens de recevoir un SMS. C'est Caro. Stefano, c'est horrible, elle a écrit « Viens vite, je suis en danger ». Tu as raison, c'est sérieux. Je passe te prendre tout de suite. Nous filons à Aix. En attendant, toi, tu appelles Jorel pour qu'il envoie quelqu'un sur place immédiatement. Il nous faudra près d'1h30 pour y arriver, même en roulant comme des dingues. Paul, qui se trouvait près de son ami, avait saisi l'essentiel de la situation et avait donné les clés de voiture à Alex avant même que celui-ci n'ait prononcé un mot. Un instant plus tard, ils avaient sauté dans le coupé sport qui démarra en trombe. « Mais où tu te caches, sale garce ?» Caroline, qui ne l'avait pas entendu revenir dans la chambre d'amis, sursauta en entendant son agresseur. « Je finirai bien par te trouver, et là, tu regretteras de m'avoir fait courir, en plus du reste. » Il semblait avoir de nouveau quitté la pièce, mais il paraissait hors de lui, et elle comprit, au vacarme qu'elle pouvait entendre, qu'il devait passer ses nerfs sur les meubles qui se trouvaient sur son passage. Curieusement, le comportement de ce détraqué lui fit l'effet d'un coup de fouet. En l'entendant malmener ses affaires et démolir sa maison, elle sentit la colère remplacer peu à peu sa peur. Que lui voulait ce malade? Elle ne savait même pas ce qu'il lui reprochait. Le découragement fit place alors à la détermination. Elle retrouva un peu le contrôle de ses nerfs et put recommencer à réfléchir. Elle ralluma son portable car elle avait trouvé le moyen de communiquer sans émettre de son, l'envoi d'un SMS. Elle écrivit le minimum car ses mains tremblaient encore tellement qu'elle avait énormément de mal à appuyer sur les touches, qui étaient minuscules. De plus, l'éclairage très diffus de son clavier ne lui permettait pas de voir correctement. Elle était ravie de son idée, ce message lui avait fait beaucoup de bien. En lui permettant de sortir de son isolement et de faire connaître sa détresse, ce véritable SOS lui redonnait du courage. Et c'est avec confiance qu'elle se mit à attendre, car elle avait maintenant une petite raison d'espérer. Elle s'était certainement assoupie car elle fut réveillée par des bruits de course et des cris.
Il y avait d'autres personnes que l'individu dans la maison. Elle tressaillit en entendant une détonation. On avait tiré un coup de feu. La police était peut-être arrivée. De nouveau, elle sentit des larmes couler sur ses joues, mais de soulagement cette fois. Cependant, elle ne se risqua pas à sortir de la chambre noire. Elle attendit d'être sûre qu'il s'agissait de policiers avant de répondre aux appels de son nom qui retentissaient dans toute la maison. « Mademoiselle Perrin, vous nous entendez? Si vous êtes là, vous pouvez sortir, c'est la police. Nous avons été prévenus qu'il fallait vous venir en aide. » Un long moment s'écoula avant qu'elle ne se décide finalement à pousser la porte de sa cachette. « Vous êtes mademoiselle Perrin, vous n'avez plus rien à craindre. » Le policier en uniforme qui avait parlé se fit donner une couverture qu'il lui mit délicatement sur les épaules. La jeune femme subissait le contre-coup et elle grelottait. « C'est normal, lui murmura doucement le policier. Vous êtes en état de choc, mais tout ira bien maintenant. C'est fini. Votre agresseur a été neutralisé et mis hors d'état de nuire. C'est le commissaire Jorel de Nice qui nous a alertés. Nous l'attendons. Il sera bientôt sur place. » En effet, elle eut le plaisir de le voir apparaître peu de temps après dans l'encadrement de la porte de la cuisine. Ses sauveurs lui avaient gentiment préparé une tasse de café autour de laquelle elle tentait de réchauffer ses doigts glacés. Sa seule présence suffit à la jeune femme pour retrouver totalement ses esprits. Elle se leva et prit ses deux énormes mains dans les siennes en déclarant dans un sourire éclatant « Je ne croyais pas être capable de dire cela un jour, mais je suis ravie de vous voir, commissaire. » Ce dernier, surpris et très touché de cette démonstration d'amitié, masqua son émotion en lançant « J'ai bien besoin d'un café, moi aussi », lança-t-il de sa voix de basse. La jeune femme laissa tomber sa couverture sur une chaise et s'occupa elle-même de le servir. Elle semblait avoir retrouvé son calme, mais il fut évident que ce n'était pas tout à fait le cas lorsqu'elle vit son frère passer devant la fenêtre dans la lumière aveuglante des gyrophares. Elle se précipita à sa rencontre et se jeta contre lui, secouée de violents sanglots. Un long moment s'écoula ainsi avant qu'elle ne se calme. « Ainsi, tu as eu mon SMS? C'est bien toi qui as prévenu la police ?»« Oui, ma puce, ton SMS a été une super idée car c'est grâce à lui que nous sommes là. » En disant ces mots, Alex s'était légèrement reculé, permettant à la jeune femme d'apercevoir Stéphano. Elle ressentit une pointe au creux de l'estomac, cette sensation que seul un grand trouble et un bonheur extrême peuvent faire éprouver. Il ouvrit les bras et elle courut pour s'y blottir, sans un mot. Il n'y en avait pas d'assez fort pour traduire ce sentiment d'avoir retrouvé la part d'elle-même qui lui manquait tant depuis des jours. Tout ce qui n'était pas son amour pour lui fut oublié. Peu importait ce qui s'était passé quelques semaines auparavant. Elle était sortie de cet horrible cauchemar, il était le père de son enfant, elle l'aimait, il était là, et rien d'autre n'avait d'importance. Ils se serraient si fort qu'ils auraient pu se fondre l'un dans l'autre. Une telle émotion marquait cette scène que chacun des témoins en fut bouleversé. Tout le monde rentra dans la maison, les laissant savourer cet instant d'intense bonheur. Caroline et Stéphano rejoignirent finalement les autres à l'intérieur. C'est alors seulement que la jeune femme remarqua la présence de Paul. Elle était très heureuse de le voir et le prit dans ses bras pour l'embrasser. « Paul, mais comment vais-je survivre à tant d'émotions pour une seule soirée? Que peux-tu bien faire là ?»« J'étais avec Alex quand il a reçu ton message. » Il n'eut pas le temps d'en dire plus car Jorel entra dans la pièce en s'exclamant « Incroyable! Ce cinglé vient de nous avouer pourquoi il s'en était pris à vous. Ce type était un fan de Tony Gorba au sens fort du mot. Il ruminait son chagrin depuis toutes ces années. Quand les journaux ont laissé entendre que vous étiez peut-être responsable de sa mort, il a décidé de venger son idole. » Jorel ne se rendit pas compte qu'il appelait la jeune femme par son prénom en poursuivant, dans un frisson de peur rétrospective. « Vous avez eu beaucoup de chance, Caroline, car il était fermement décidé à vous le faire payer très cher. » Elle frissonna à son tour. C'était atroce de penser à ce qui aurait pu se passer si elle n'avait pas eu la protection de sa chambre noire. Mais elle ne voulut pas s'arrêter à cette pensée. Seul comptait le fait que cela lui avait permis de retrouver Stéphano sans qu'il y ait le moindre doute sur la profondeur de leurs sentiments. Une autre idée lui vint à l'esprit qu'elle exprima tout haut. Saura-t-on jamais la vérité sur la mort de Tony ? Les quatre hommes échangèrent alors des regards embarrassés qui n'échappèrent pas à la jeune femme. Que veulent dire ces regards entendus ? Et il y a quelque chose que j'ignore ? Alex s'avança vers elle. En fait, oui, Caro. Nous savons maintenant exactement ce qui s'est produit ce soir-là. Mais je laisse Paul te le raconter car c'est lui, finalement,
qui détenait la pièce manquante du puzzle. C'est pour cela qu'il est rentré en France. Si tu veux bien, marmonna Paul, j'aimerais mieux que tu te charges de faire ce récit pour moi. Je suis pas sûr d'avoir très envie d'être présent lorsque Caroline apprendra la vérité. Sur ces mots, il sortit précipitamment pour rejoindre la voiture. Chapitre 17. Nous serions peut-être mieux au salon, proposa Alex en sortant de la cuisine. Une fois qu'ils furent tous assis, Alexandre fit à sa sœur le récit des événements de cette soirée, du point de vue de Paul. Je te restitue le récit de Paul tel qu'il me l'a confié. Comme tu le sais déjà, Alex, j'étais éperdument amoureux de Caroline à cette époque. Je n'étais pas tranquille de la laisser seule à la villa. Quand il a fallu aller l'attendre au lieu convenu, à plusieurs kilomètres de là, je ne tenais pas en place. Son absence durait beaucoup plus que prévu, et je rongeais mon frein jusqu'au moment où, n'en pouvant plus, j'ai prétexté devoir partir sans attendre son retour, te donnant rendez-vous chez moi plus tard. C'était une piètre excuse, mais préoccupé comme tu l'étais, tu ne m'as pas posé de questions, et tu m'as laissé m'en aller. Je suis alors revenu sur nos pas et je suis retourné chez Gorba. La moto de Caroline n'avait pas bougé, elle était donc toujours ici. En montant sur ma selle, j'ai pu escalader le mur et j'ai utilisé l'échelle laissée là par Caroline pour descendre de l'autre côté. Alex s'éclaircit un peu la voix. Plus discret qu'une ombre, j'ai fait le tour de la maison pour tenter de l'apercevoir par les fenêtres. En vain. C'est ainsi que je suis tombé sur une petite porte de service latérale. Celle-ci donnait sur des escaliers que je me risquais à emprunter. Une fois dans la maison, je compris tout le courage dont avait fait preuve Caro. Il était tellement impressionnant de s'introduire chez quelqu'un par effraction. La dernière marche débouchait à l'extrémité d'un long couloir qui comportait de nombreuses portes. Je m'y engageai à pas de loup. J'aperçus alors Gorba couché sur son lit. J'avançai jusqu'à une mezzanine qui surplombait une grande pièce. Je repérai dans le grand escalier le fenestron par lequel Caroline s'était introduite près d'une heure auparavant. N'ayant toujours pas trouvé de trace de sa présence, je décidai de descendre. Le seul son perceptible était celui d'une télé allumée. Je me pris à sourire en me demandant si Caro ne s'était pas mise à la regarder. J'atteignais la dernière marche lorsque je les vis. Le clair de lune qui illuminait la pièce par la coupole de verre située à son sommet me permit de saisir tous les détails de cette scène qui me transperça le cœur. Caroline et un inconnu enlacés à moitié nus sur le tapis. Le coup fut tel pour moi que j'en eus la nausée. J'étais un admirateur et un amoureux fervent de Caro, et elle venait de tomber brusquement du piédestal sur lequel je l'avais placée. Ma seule idée fut alors de disparaître. Je ne comprenais pas ce qui se passait dans ce salon, mais il était hors de question de courir le risque que Caroline ne me découvre ici. Je rebroussai chemin dans le grand escalier, prenant mes jambes à mon cou, et je tournai dans le couloir lorsque je me heurtai presque à Gorba. Il venait de se lever et était suffisamment réveillé pour réaliser que je n'avais rien à faire là. Il me posa d'ailleurs la question en me barrant le passage, mais ma panique et mon désir de fuir étaient tels que je le repoussai de toutes mes forces. J'entendis un bruit de chute, mais je continuai à courir jusqu'aux escaliers de service pour repartir comme j'étais venu, sans un regard en arrière. Je me dis que si par malheur il avait chuté, on pourrait le secourir, puisqu'il n'était pas seul dans la maison. Si j'avais su. J'ai repris ma moto, mais je me suis arrêté plus loin. J'étais bouleversée, et je devais me reprendre avant de venir te rejoindre. Tu connais la suite. Je suis venu te retrouver et, fou d'inquiétude toi aussi, tu as suggéré que nous retournions vers la villa en utilisant chacun l'un des deux itinéraires possibles. J'ai été trop lâche pour tout avouer sur le moment, et je suis finalement arrivé le premier sur les lieux de l'accident de Caroline. Chacun resta songeur à la fin du récit d'Alex. Il rompit finalement le silence qui s'était installé. Paul apprenait comme moi, dans les jours qui suivirent, que Tony Gorba avait été victime d'une crise cardiaque. Durant toutes ces années, le pauvre a vécu avec le fardeau de sa culpabilité. Certes, il s'agissait réellement d'un accident, mais il l'avait bel et bien poussé et cela avait causé son décès. Ceci dit, je me sens tout autant responsable. Après tout, c'est notre projet saugrenu qui a tout déclenché. Si cela peut te soulager, intervint Stefano, personne ne connaissait mieux Tony que moi, et je peux affirmer aujourd'hui que cet accident
n'a fait que précipiter les choses. « Que veux-tu dire » demanda Caroline dans un froncement de sourcils. Tony était totalement dépressif et il n'avait plus aucun goût de vivre. Je me faisais beaucoup de soucis pour lui à cette époque, car j'étais persuadée qu'il commettrait, un jour ou l'autre, l'irréparable. Il pensait exactement comme Meredith. Hélas, cela ne changera en rien les décisions de la justice, soupira Alexandre qui se faisait beaucoup de soucis pour son ami. Quelle sanction Paul encourt-il ajouta-t-il à l'adresse de Jorel. Il sera facile de prouver qu'il s'agissait d'un accident. Si l'on en croit sa bonne foi, il ne s'est pas rendu compte de son geste. De plus, il est rentré de lui-même en France pour ne pas faire accuser une innocente. Il n'y a pas eu de plainte et personne à ce jour ne s'est porté partie civile. Au vu de ces éléments, mon expérience me dit qu'il ne sera pas condamné à la peine légale prévue, soit 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. La justice en décidera et seul l'avenir pourra nous le dire, mais je pense qu'il écopera d'une peine avec sursis, accompagnée d'une amende moindre que celle prévue dans les textes. Il était très tard lorsque la dernière voiture de police quitta l'impasse où vivait Caroline. « Tu es sûre que tu souhaites rester ici cette nuit, cara mia ?»« Certaine. Avec toi, je n'ai rien à craindre, » le taquina-t-elle avec un regard ironique sur son plâtre. Ils montèrent se coucher en riant et goûtèrent au bonheur de s'allonger l'un contre l'autre. Caroline était merveilleusement heureuse, mais elle avait encore un poids sur la poitrine. Stefano ignorait toujours tout du lien primordial qui l'unissait à Margot. Elle ne savait comment s'y prendre pour le lui avouer, mais il lui donna une belle occasion de le faire. « Tu sais, mon amour, il y a beaucoup de culpabilité autour de la mort de Tony et de cette si étrange soirée. Mais pour ma part, je suis en quelque sorte reconnaissant aux événements. En effet, sans tout cela, je ne t'aurais jamais connu, et tu es toute ma vie maintenant. » Caroline l'interrompit en posant un doigt sur ses lèvres. « Chut, ce que tu dis là n'est plus tout à fait vrai. »« Bien sûr que si. Rien ni personne ne compte plus à mes yeux. »« Stefano, j'ai encore une chose à te dire, une chose très importante. Si grave que j'ai peur qu'elle ne nous sépare de nouveau tellement tu aurais de raisons de m'en vouloir. » Le jeune homme, accoudé au-dessus de Caroline, se laissa retomber sur les oreillers. Les paroles et le ton de la jeune femme l'inquiétaient tant qu'il en était malade d'appréhension. Qu'allait-il devoir affronter cette fois ? « Stefano » lui murmura-t-elle inquiète en le forçant à tourner le visage vers elle. « Vas-y, je t'écoute, » soupira-t-il tristement. « Que dirais-tu si nous avions un enfant ? » ?»« C'est ça le problème ? Tu crains que je ne veuille pas d'enfant ?» s'exclama-t-il en riant soulagé. « Mais j'en veux une douzaine, mon amour. Veux-tu qu'on essaie tout de suite de faire le premier ? » proposa-t-il en commençant à l'embrasser. Elle le repoussa doucement et continua d'un trait. Elle parlait très vite et ne le regardait pas. « Je ne plaisante pas, chérie, ce n'est pas tout à fait la question. En fait, si nous faisions un bébé ce soir, il ne serait pas notre premier enfant. Car, vois-tu, cette fameuse nuit-là, nous avons conçu Margot, qui n'est pas ma sœur, mais notre fille. » Elle avait cessé de parler, attendant sa réaction qui ne vint pas. Elle se tourna alors vers Stefano et son cœur déborda d'amour et de tendresse. Il la regardait, ébahi, et de grosses larmes silencieuses coulaient sur ses joues. Elle lui prit tendrement la main. « Quand pourrais-je la voir ? Elle est chez tes parents ? » ?»« Non, j'ai jugé préférable de l'éloigner de tout cela lorsque j'ai été mise en garde à vue. » Elle le sentit se crisper à ces mots et elle le rassura d'une pression de la main avant de poursuivre. « Elle est chez ma tante de Bergame depuis tout ce temps. Je devais aller la chercher dans les jours qui viennent pour vivre ici avec elle, comme une vraie maman avec sa fille. » Stefano se redressa brusquement dans le lit, laissant son moment de faiblesse derrière lui. « Nous irons à Bergamo dès demain, » décida-t-il d'un air autoritaire, sous le regard émerveillé de Caroline qui ne demandait qu'à se laisser aller sur son épaule sûre. « Je vais arrêter la compétition et prendre la direction de l'écurie Aurélia. Je vendrai mon appartement de Monaco, trop petit, pour acheter une grande maison, où tu voudras. » L'aube pointait déjà lorsqu'ils s'endormirent finalement, après avoir fait de merveilleux projets d'avenir. Chapitre 18. Caroline et Margot arrivèrent main dans la main sur la Piazza Vecchia dans la Città Alta de Bergamo.
La jeune femme aperçut Stefano qui les attendait au pied de la superbe tour Campanone, au sommet de laquelle se trouvait une énorme cloche. Leurs regards se croisèrent et elle perçut toute l'appréhension qu'il éprouvait. Ce moment serait l'un des plus magnifiques de sa vie, mais nul ne pouvait prévoir les réactions de la petite fille. En arrivant à sa hauteur, Caroline saisit de sa main libre celle de Stefano. Elle murmura doucement et d'une voix tremblante: « Stefano, ton papa. Margot, ta fille. » Margot planta son regard bleu dans celui de son père et demanda: « Je peux t'appeler tout de suite papa ?» Caroline fut bouleversée en constatant que Stefano avait toutes les peines du monde à articuler. « Je ne voudrais pas que tu m'appelles autrement. » Sur ce, Margot se glissa entre les deux et les prit tout naturellement par la main, ponctuant son geste d'un profond soupir de satisfaction. Fidèle à elle-même, la fillette vivait l'événement avec beaucoup de maturité et de recul, pour un petit bout qui n'avait pas encore 6 ans. Elle s'était longuement préparée à cette rencontre et, depuis qu'elle connaissait Stefano, elle se disait souvent qu'il lui plairait bien comme papa. Son vœu avait été exaucé. « Tu avais promis de m'acheter une polentina, maman !» s'exclama-t-elle, revenant à des préoccupations bien de son âge. « Mais nous y allons de ce pas, ma chérie, » répondit Caroline, qui enchaîna à l'adresse de Stefano pour l'inclure dans leur échange. « La polentina est un gâteau, spécialité de Bergame. »« Ah bon ?» répliqua Stefano gentiment ironique, faisant rosir Caro de confusion. En bon Milanais, il connaissait bien évidemment cette délicieuse pâtisserie. Ils en profitèrent pour échanger un regard par-dessus la tête de la petite. Tout l'amour et le bonheur qu'ils éprouvaient l'un et l'autre passèrent dans cet échange. La magie du lieu ne fit qu'ajouter à l'émoi de la jeune femme. Caroline ne put retenir des larmes que Margot remarqua aussitôt. « Tu pleures, maman ?»« Oui, ma chérie, mais ne t'inquiète pas. Parfois, on pleure parce qu'on est très, très heureux. » Épilogue. Stefano avait effectué une réservation au restaurant des Thermes Marins de Monte-Carlo. Caroline fut très touchée de cette merveilleuse attention, car ce cadre était magnifique et revêtait une importance particulière pour eux. Leur couvert avait été mis sur la terrasse, réservé pour eux seuls. On leur servit une coupe de champagne, et à peine avaient-ils trinqué que les premières notes de leur chanson fétiche s'élevaient sur la terrasse. Stefano lui tendit la main par-dessus la table et l'amena un peu plus loin pour danser. Ils restèrent silencieux et laissèrent Billy Paul ajouter une touche profondément sentimentale à leur tête-à-tête. Leurs regards étaient rivés l'un à l'autre et Caroline eut à peine conscience des larmes qui coulaient sur ses joues. Elle évacuait ainsi le trop-plein d'émotions que lui causait son immense bonheur, si grand qu'il en était douloureux. Stefano se pencha et lui prouva par son baiser que ses sentiments étaient partagés. Lorsque la musique se tut, ils restèrent enlacés quelques instants, le temps de reprendre contact avec la réalité. Le dîner fut fin et délicieux. Ils parlèrent de leurs enfances respectives et se confièrent ce qu'ils n'avaient jamais eu le temps de se dire. Ils avaient tant à apprendre l'un de l'autre. À la fin du repas, ce fut Stefano qui dit « C'est un moment magique et merveilleux, mon amour. Mais j'ai hâte de rentrer embrasser notre fille chérie. Elle est si belle dans son premier sommeil. Toutefois, je voudrais te dire... Stefano, je dois te... » Ils avaient parlé en même temps et Caroline le pria de parler le premier. « Eh bien, j'ai connu ma fille alors qu'elle n'était déjà plus un bébé. Je n'ai pas eu la satisfaction de te soutenir, de t'entourer de tout mon amour alors que tu la portais. Je n'ai pas assisté à ses premiers mots et premiers pas. Nous en avons déjà un peu parlé, je sais que rien ne presse, mais... Caroline, ce que j'essaie de te dire, c'est que je voudrais que nous donnions très vite un petit frère ou une petite sœur à Margot. » En guise de réponse, elle se mit de nouveau à pleurer. « Oh non, mon amour, assez de larmes, j'ai eu tort, je n'aurais pas dû te brusquer. Oublie ce que je viens de dire. » Il s'interrompit en voyant le sourire qui illuminait les traits de la jeune femme à travers ses larmes. Elle lui caressa doucement la joue, puis laissa glisser sa main sur son ventre, de ce geste instinctif et protecteur que toutes les femmes ont eu depuis la nuit des temps. Stefano ne mit que quelques secondes à comprendre. « C'est ce que je voulais te dire. »« C'est bien vrai, tu attends un bébé ?» Il était transfiguré. Il se leva pour la prendre dans ses bras et l'enlaça avec beaucoup de précaution, comme si elle risquait de se briser. Cette nouvelle attention de la part de son mari émut Caroline au plus profond de son être. Elle avait traversé des moments incroyablement difficiles,
Mais Meredith avait raison, ils étaient derrière elle. Elle en était intimement persuadée, le meilleur était à venir. Ils allaient être intensément heureux. Cette soirée resterait inscrite dans ses souvenirs comme un moment incomparable, et rien ne pourrait la lui faire oublier, car elle n'aurait plus jamais à souffrir de sa mémoire absente.